Canalem, un service de vues et voix. Vous pouvez nous joindre au 514-282-1999, au numéro sans frais 1-800-361-0635, poste 220. Par courriel, inforadio@canalem.ca. Nous vous invitons également à consulter notre site canalem.ca. Écoutez bien celle-là, c'est mourant. Plus de 8 personnes sur 10 sont favorables aux dons d'organes, mais moins de la moitié ont signifié leur consentement. Ma maman attend un nouveau cœur. Ça fait 3 ans qu'elle est trop malade pour s'occuper de moi. Je m'ennuie d'elle. Et je voudrais pouvoir faire tout ce qu'on faisait ensemble avant. Le don d'organes, ça sauve des vies. S'il vous plaît, signez Sauvez-nous. Signez-don.ca. Ici Michel Marmel. Toutes les semaines sur Canal M, je vous propose une émission qui vous permettra de faire la connaissance de conteurs ou de conteuses d'ici et d'ailleurs, comme par exemple Fred Pellerin, René Robitaille, Jocelyn Bérubé ou Michel Faubert. Si vous aimez les histoires, je suis certain que vous y trouverez votre compte. Il était une fois avec Michel Marmel, le vendredi 15h30, samedi 10h30 et dimanche 11h30, en direct à la télé numérique et sur canalem.ca. Il ne faut pas se le cacher, nos vies sont parfois essoufflantes. Les semaines passent à la vitesse de l'éclair. On est parfois essoufflé, puis finalement, on ne voit rien passer. C'est pour ça que j'ai envie de mettre le temps sur pause un petit peu, le temps de vous offrir mon émission Parti pour le week-end, qui parle de détente, qui parle de culture, de loisirs, parce que s'évader un peu, ça fait du bien. Parti pour le week-end avec Marianne Paquette et Christian Robert, le vendredi à 9h à la télé numérique et sur canalem.ca. Vous écoutez Canalem à la télé numérique et sur canalem.ca. Il est présentement 14h. Expert en série. Bon début d'après-midi, Marianne Paquette au micro. J'espère que vous allez bien. C'est Expert en série qui commence pour cette dernière de la semaine. On parle de nos enfants aujourd'hui, sujet qui me tient bien à cœur dans le développement de l'enfant et aussi dans l'intérêt qu'on peut porter à la famille. Et j'ai une petite question pour vous. Est-ce que ça vous arrive de mentir à vos enfants? Que ce soit pour embellir la vérité ou peut-être pour conserver la magie, conserver un secret si on veut faire un cadeau ou une surprise. La magie, pendant le temps des fêtes, bien sûr, on entretient la légende du Père Noël. Est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? On peut quand même s'y interroger. Est-ce qu'on ment à nos enfants pour éviter une crise ou encore pour se défiler? Bon, c'est souvent des mensonges qui sont anodins, mais du moins, on ment souvent. Bon, j'imagine que ça dépend des personnes. On ment aussi pour diverses choses. On se ment à soi-même aussi en tant qu'individu. Et je pense qu'à quelque part, parce que bien sûr, j'y ai bien réfléchi en préparant cette émission, tout le monde ment à un moment ou l'autre de sa vie pour garder une bonne image de soi-même aux yeux des autres, de ses pairs, pour se faire aimer, pour obtenir quelque chose. Il y a différentes raisons, bonnes ou mauvaises, de mentir. Aujourd'hui, on s'intéresse bien sûr à notre enfant, tout ce qu'il y a autour de l'enfant. Donc, quand l'enfant nous ment, en tant que parent, comment on réagit? Et on en discute avec Laurie Boisvert, qui elle est coach familiale et fondatrice de coaching familial La Lanterne, du côté de la Mauricie, Portneuf et de la région de Québec. Bonjour, Laurie. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez fait une longue route pour venir nous rejoindre en studio à Montréal. Oui, effectivement. Donc, Laurie, l'enfant a probablement des raisons de mentir s'il le fait. Oui, effectivement, l'enfant va principalement mentir par besoin de protection. Donc, si je peux dire particulièrement, les enfants de 3 à 5 ans vont plutôt mentir pour éviter des réprimandes, pour éviter de décevoir l'adulte, pour éviter de faire une tâche, ou il va utiliser la pensée magique pour se sortir de situations qui sont embarrassantes pour lui ou pour simplement exprimer un besoin. Les enfants qui sont un petit peu plus vieux, 5 à 8 ans, vont surtout mentir pour expérimenter l'impact qu'ils ont sur les autres. Donc, essayer de faire réagir les autres. Les préadolescents, eux, chez eux, va apparaître le mensonge par omission. Donc, ces préadolescents. Ça veut dire quoi par omission? Ils vont oublier volontairement de dire certaines informations pour éviter d'avoir des conséquences négatives. OK.
Puis les adolescents, eux, vont surtout mentir pour obtenir ce qu'ils désirent, pour s'affirmer auprès de l'autre, pour fuir certaines responsabilités, puis certaines fois pour faire réagir également le parent par opposition ou pour se valoriser aussi. On se rend compte que dans le développement de l'enfant, aux différentes phases, finalement, les raisons sont différentes de mentir. Mais par contre, on ment toujours à tous les développements. Par contre, tout à l'heure, hors micro, on parlait de la fabulation. C'est-à-dire qu'un enfant qui a en bas de 8 ans, en bas de 7 ans même, n'a pas nécessairement conscience qu'il ment de façon délibérée. Non, pas du tout. En fait, les enfants qui fabulent n'ont pas conscience, n'ont pas d'intention consciente de tromper l'autre, étant donné qu'ils ne font pas nécessairement la différence entre la réalité et la fiction. Donc, pour eux, tout est imaginaire et puis quelque chose qui a pu être interprété par lui comme étant quelque chose d'extraordinaire, de très gros, et en fait quelque chose de très ordinaire pour le parent. Oui. Et ça m'interpelle beaucoup parce que dans ma personnalité, moi, j'ai tendance à embarquer, entre guillemets, à plonger dans cette fabulation-là avec l'enfant parce que je trouve ça amusant. Mais est-ce que c'est rendre service ou faudrait plutôt ramener l'enfant à la réalité en disant « Mais non, le trou, c'est un petit trou, c'était pas une grande crevasse, il s'est pas perdu. Bon, je ne sais pas, quand l'enfant se met à raconter des histoires un peu rocambolesques, est-ce que c'est bien d'embarquer dans ces histoires un peu farfelues? En fait, on peut lui dire « Je sais que ce que tu me dis, ce n'est pas nécessairement la vérité, mais le parent peut embarquer avec l'enfant dans son imaginaire sans nécessairement l'encourager à outrance. Donc, il peut simplement embarquer dans le jeu, on s'amuse, on a du plaisir, mais le parent peut quand même signifier qu'il sait que ce n'est pas la réalité. On fabule, on a du plaisir simplement. Et la fabulation chez l'enfant, ça arrête à quel âge? Habituellement, ça arrête vers justement 6, 7, 8 ans. OK. Par contre, l'enfant va garder une certaine créativité, une façon de perpétuer l'imaginaire dans sa vie. Donc, le mensonge en tant que tel va, lui, apparaître vers 6-7 ans parce que l'enfant va avoir une maturité intellectuelle qui va être plus développée. Donc, à ce niveau-là, l'enfant va pouvoir prendre conscience de ce qui se passe puis vouloir tromper l'autre volontairement. Donc, on parle de tromper l'autre volontairement. L'enfant, il apprend ces comportements-là de quelle façon? Bien, c'est sûr que l'enfant va beaucoup apprendre par imitation. Donc, en observant son entourage, il peut en venir à considérer que le mensonge peut être un comportement qui est adéquat, qui est une bonne stratégie à utiliser dans le quotidien. OK. Donc, ça amène à réfléchir sur, en tant que parent ou adulte signifiant dans l'entourage d'un enfant, à notre propre rapport au mensonge. Un petit peu ce que je disais d'entrée de jeu au cours de l'introduction, comment nous, on réagit, on interréagit avec les autres, avec notre patron, l'amoureux, les amis, la famille. Si nous-mêmes, on est portés à mentir pour arranger la vérité, bien, il est très possible que notre enfant apprenne de nous. Le meilleur mentor qui soit, finalement. Bon, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter si, par exemple, notre enfant a 7, 8 ans, on est conscient qu'il nous ment pour des petites choses? Est-ce qu'on devrait avoir la puce à l'oreille? En fait, c'est tout à fait normal dans le développement de l'enfant qu'il utilise des mensonges. C'est tout à fait sain pour lui. En fait, il faut que les parents considèrent le mensonge comme étant une occasion d'apprentissage plutôt que d'être un problème en soi. À moins que le mensonge fasse partie du quotidien de l'enfant, c'est tout à fait normal que l'enfant va utiliser le mensonge. Puis, il y a plusieurs avantages, justement, à l'utilisation des mensonges. Ah oui, allez-y, Laurie Boisvert. Donc, le fait d'utiliser le mensonge va permettre le développement de la créativité de l'enfant, ce qui va lui permettre d'être justement plus créatif, plus imaginatif dans le futur. Ça va l'aider justement à construire de sa propre façon de penser, puisqu'en utilisant les mensonges, l'enfant construit un peu sa personnalité, son petit jardin secret. Donc ça peut être un bon avantage pour son identité. Par la suite, c'est également un mécanisme de défense qui est efficace quand l'enfant va vivre des situations qui sont plus difficiles. Le fait de compter des mensonges vont pour lui le rassurer un peu, faire en sorte que la situation n'est pas si difficile que ça finalement. Puis, ça va aussi développer les capacités de l'enfant à socialiser.
dans l'optique où l'enfant va cacher la vérité par empathie en lien avec les autres. Développement de l'empathie, bien Exact. sûr. Comprendre que toute vérité n'est pas bonne à dire, finalement. OK. J'avais une question de noter dans ma préparation, mais cette question, c'est à quel âge ce comportement-là devrait cesser? Mais je comprends depuis le début de notre conversation qu'on n'arrête pas de mentir, finalement. Oui, ça, c'est certain. C'est juste qu'on ment différemment. Exact. En fait, faut pas se compter d'histoires non plus. Faut pas se compter de mensonges à nous-mêmes, Faut pas voilà. se compter de mensonges. On continue de mentir toute notre vie. Par contre, habituellement, les mensonges vont commencer à diminuer graduellement OK. au fur et à mesure que l'enfant va prendre conscience que ces mensonges peuvent avoir des impacts négatifs sur sa vie, sur son entourage. Puis, quand il va développer également sa conscience morale, à savoir que mentir, ce n'est pas bien. C'est à quel âge, ça? Vers 7 ans, l'âge de la raison, comme on dit? Plus ou moins, en fait, je vous dirais que au niveau de l'acquisition des habiletés, ça va varier d'une personne à l'autre, mais au niveau de l'adolescence, l'enfant va être vraiment plus apte à comprendre que socialement, le mensonge n'est pas adéquat, qu'il y a d'autres aussi façons de s'exprimer plutôt que de passer par le mensonge. Et d'interagir avec les autres. On va prendre une courte pause là-dessus et puis on va réfléchir aussi, parce que quand on va revenir, on va aborder ça ensemble, Laurie Boisvert. Qu'est-ce qu'on peut faire si notre enfant nous ment de façon encore plus concrète dans des situations X? Comment on peut réagir? Qu'est-ce qu'on peut dire? Et tenter d'outiller les parents à la maison, parents, grands-parents, à ces situations où notre enfant nous ment. Nos experts sont prêts à répondre à vos questions. Pour les joindre, composez sans frais le 1-800-361-0635, poste 220. Écrivez à expertsensérie@gmail.com. Ou encore, suivez de près nos pages Facebook et Twitter. Les experts attendent vos questions. Raymond, on ne s'est pas compté de menterie pendant la pause. Non. On a plutôt parlé de ces situations qui peuvent varier. Ces situations où notre enfant peut nous mentir et il y a plein de façons d'y réagir. Est-ce que vous avez des exemples concrets, Laurie, pour peut-être un petit peu diriger les parents dans ces types de situations? Oui, en fait, il y a des enfants qui peuvent mentir, comme je disais précédemment, pour obtenir de l'attention de leurs parents. Donc, à ce niveau-là, il ne faudrait pas accorder trop d'attention aux mensonges, justement pour ne pas favoriser le comportement. Parce que si l'enfant recherche justement cette attention-là, puis qu'il l'obtient, mais il va continuer à mentir pour l'obtenir. Puis, il ne faut pas réagir excessivement non plus face à ces mensonges-là, puisqu'on pourrait le rendre plus craintif, puis le pousser éventuellement à raconter plus de mensonges pour éviter d'avoir à subir nos interventions excessives. Donc, il faut quand même rester ouvert à ça, puis de faire en sorte que l'enfant se sente accepté, puis qu'il ne sente pas qu'on est contre lui. Il faut qu'il sente qu'on soit ouvert à lui, puis qu'on soit réceptif également à ce qu'il a à nous dire. Donc, le mensonge serait moins présent à ce niveau-là. Mais s'il ment, par exemple, pour attirer notre attention, vaut mieux carrément l'éviter, faire comme si on ne l'entendait pas? C'est ce que vous proposez? Non, en fait, je proposerais de le souligner. OK. Par contre, on ne souligne pas à outrance, à donner des conséquences excessives. Simplement le fait de souligner, si c'est pour de l'attention, normalement, l'enfant en a réellement besoin. Alors, peut-être se poser la question, est-ce que je peux lui donner de l'attention de façon positive dans un autre moment, puis de renforcer aussi ce moment, les comportements où l'enfant va agir pour obtenir de l'attention, mais de façon positive. OK. D'autres situations? Par exemple, un enfant pourrait... L'enfant pourrait raconter des mensonges parce qu'il a fait quelque chose de mal, selon lui, puis il a peur d'être réprimandé par le parent. Donc, le parent doit justement se poser plutôt la question, à savoir l'enfant va mentir pour quelle raison, qu'est-ce qu'il me cache et qu'est-ce que moi je peux faire pour faire en sorte que l'enfant va se sentir à l'aise de me communiquer ça. Donc,
l'important, lorsque l'enfant va mentir pour éviter certaines conséquences négatives, c'est quand même d'imposer une conséquence qui va être en lien avec comment dire? La situation? Avec la situation. Okay. Pas nécessairement réprimander l'enfant pour avoir menti, mais pour le fait qu'il est à l'origine du mensonge. Avez-vous un exemple? Oui, par exemple, un enfant qui a échappé son verre de jus par terre puis qui nie l'avoir fait. En fait, tout ce qu'on a à lui donner comme conséquence, c'est de réparer le geste qu'il a posé. Oui, de ramasser le dégât, finalement. Exactement. Et pas... oui, là, ça me sonne des cloches. Et de pas plutôt attirer l'attention sur le fait qu'il dit que c'est pas lui. C'est ça. Ah, OK. Faire des enquêtes, est-ce que c'est privilégié? Est-ce que c'est à privilégier? Poser beaucoup de questions, par exemple? Poser beaucoup de questions pour amener l'enfant au coin du mur puis le forcer à nous le dire, je pense pas que ça soit une bonne chose en soi parce que l'enfant va justement devenir craintif face à son parent. Mm-hmm. Donc, il devrait plutôt... On peut poser des questions pour savoir, bon, c'est quoi le besoin derrière ça? Pourquoi il nous cache ça? Est-ce que c'est parce que moi, en tant que parent, je suis trop autoritaire avec lui? Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il craint d'avoir des conséquences qui vont être extrêmes? Ou il faut vraiment regarder c'est quoi le besoin de l'enfant derrière ça. Pas nécessairement le punir pour avoir menti en tant que tel. Je me rappelle, moi, quand j'étais enfant, mon père me disait souvent, quand il sentait, j'imagine que je mentais, parce qu'évidemment, je mentais, je n'étais pas un ange. Il me disait souvent, faute avouée, à demi pardonnée, et ça fonctionnait chez moi. C'est-à-dire que je savais que si je disais à mes parents, à mon père notamment, ben oui, en fait, si je lui avouais la vérité, ça allait beaucoup mieux passer. Et est-ce que ça peut être une façon, au fond, de valoriser, de mettre de l'avant-plan nos valeurs pour que notre enfant s'y reflète et s'ouvre davantage à nous? Oui, justement, c'est important pour l'enfant d'insister sur leurs valeurs. Par exemple, dire à l'enfant, je trouve ça important qu'on se fasse confiance, qu'on se dise la vérité. Tu sais, même si tu as fait quelque chose de mal, c'est pas grave, tu as juste à me le dire, tu te feras pas chicaner pour ça. L'enfant doit vraiment se sentir accueilli là-dedans. Puis, en disant à l'enfant que une faute avouée est à moitié pardonnée, mais ça lui donne espoir que plus tard, je vais pouvoir dire à mon parent qu'est-ce qui s'est passé réellement sans craindre d'avoir des réprimandes. Oui, parce que en vous écoutant, Laurie Boisvert, ça me fait penser à on s'aime pour l'avenir aussi, c'est-à-dire qu'on prépare une bonne façon de communiquer à long terme avec notre enfant, c'est-à-dire quand il sera plus âgé, à la préadolescence, à l'adolescence, où on le sait, parfois la crise est assez, en fait, peut secouer la famille, peut secouer la relation avec les parents, et une fois adulte aussi, donc d'arriver à s'ouvrir, à se confier à notre parent, ça se prépare dès l'enfance. Oui, exactement. Le fait d'améliorer la relation de confiance parent-enfant, ça se bâtit vraiment depuis le début de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Puis l'enfant, s'il se sent accepté, qu'il se sent ouvert, qu'il se sent confiant à pouvoir dire tout ce qu'il a à dire sans nécessairement être réprimandé à tout bout de champ, comme de cette façon-là, il va vraiment adopter des comportements qui sont positifs et de ça... va découler justement le fait de dire la vérité, d'être confiant, de s'affirmer auprès des autres. Si on doit absolument intervenir, parce que, ça dépasse les bornes, ça dépasse les limites, on veut donner une conséquence ou, entre guillemets, une punition à l'enfant, qu'est-ce que vous recommandez? Je recommande justement de ne pas réprimander sur le mensonge en soi, mais sur le fait qui est à l'origine du mensonge. La réparation peut être un bon moyen comme de conséquence auprès de l'enfant. Donc, l'enfant va faire va, par exemple, casser un verre, comme je disais tantôt, échapper son verre. Donc, il doit réparer, tout simplement, va ramasser ce qu'il a échappé par terre. Donc, une conséquence qui est en lien logique avec ce qui s'est produit auparavant. Puis, comme ça, l'enfant va vraiment faire un lien entre le geste qui a été posé et une conséquence qui est en lien direct, donc naturel. Pas besoin d'inventer des conséquences sans lien ou extrêmes. Mm-hmm. Autre chose ou on a fait le tour? On a fait le tour. Bon, alors on prend une courte pause. On se retrouve, on parle de mensonges et de quelle façon on peut réagir en tant que parent devant les petits mensonges de nos petits. Et on continue après cette pause.
Laurie Boisvert, qui elle est coach familiale. Elle est aussi fondatrice de coaching familial La Lanterne. Mais si vous avez besoin de vos services, j'espère que vous êtes plus du coin de la Mauricie, Portneuf ou de la région de Québec. Quoique, pour le Canal M, vous vous déplacez à Montréal. Oui, effectivement, mais par contre, je ne sais pas si ça vaudrait la peine de me déplacer quand même ici. Il y a beaucoup de coachs qui travaillent dans le coin. Oui, parce qu'il est important de noter que vous faites partie du réseau Nanny Secours, donc un réseau de coachs familial un petit peu partout au Québec et fort compétente. On continue sur notre sujet sur le mensonge commis par l'enfant et en tant que parent ou adulte signifiant, comment on peut réagir. Et pendant la pause, on parlait de l'humiliation. Il y a bien sûr des parents qui auront le réflexe, peut-être par colère ou par impulsivité, de dire à leur enfant, en fait, de l'humilier peut-être ou de le traiter de menteur. Évidemment, ça peut avoir certains impacts. Oui, effectivement, ça pourrait affecter l'estime de soi de l'enfant, surtout lorsqu'ils sont jeunes. À force de se faire répéter « t'es un menteur, tu ne dis jamais la vérité, tu me caches des choses, t'es une mauvaise personne, en fait », c'est ce que l'enfant va comprendre. Ça peut affecter justement son estime de soi, puis il pourrait en venir à se considérer comme étant un enfant qui est menteur. Donc, la façon dont le parent va aborder le mensonge va un peu construire l'identité de l'enfant en étant quelqu'un de menteur. Ce qui est important de savoir, c'est que certains enfants vont se considérer eux-mêmes comme étant de mauvaises personnes après avoir fait quelque chose, après avoir menti, par exemple, sur quelque chose. Donc, l'enfant, lui, ce qu'il a besoin, c'est pas nécessairement de se faire humilier, de se faire dire « t'es un menteur », mais plutôt de se faire rassurer, de se faire dire « tu sais, c'est pas grave, tout le monde commet des erreurs, puis je vais t'aimer quand même si tu fais des erreurs. » Donc, l'enfant a vraiment besoin de se faire rassurer aussi. Et de se faire encourager à dire la vérité, à quelque part, parce que en humiliant ou je ne sais trop, en traitant son enfant de menteur, j'ai l'impression qu'à long terme, on pourrait créer l'effet inverse, c'est-à-dire d'emmener notre enfant en mentir pour se protéger de nos réprimandes, de notre colère, finalement. Exactement. Il ne faut pas que le parent soit trop autoritaire à ce niveau-là parce que l'enfant va toujours développer une crainte face à la réaction du parent. Laurie, est-ce qu'il peut être possible, et là, je prends un peu des gants blancs, que notre enfant mente pour des raisons beaucoup plus sérieuses, des situations problématiques, que ce soit à l'école ou avec un autre membre de la famille? Mais habituellement, le mensonge en général n'est pas problématique chez l'enfant. OK, important de le souligner. Oui, c'est très important de considérer que le mensonge est justement normal dans le développement de l'enfant. Par contre, si ça devient quelque chose qui est très, très présent dans le quotidien de l'enfant, mais ça pourrait être un symptôme que l'enfant manque d'attention de la part de son parent. Ça peut être aussi le symptôme d'une faible estime de soi. Ça peut être également la volonté de l'enfant de se protéger contre une personne ou contre une certaine situation. Donc, si c'est quelque chose de récurrent, mais peut-être qu'il y a une certaine personne ou certaine situation que l'enfant voudrait éviter. Donc, il est important que le parent soit attentif à ces signes-là, pose des questions à l'enfant sans nécessairement aller poser une question directement. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont tu veux pour lequel tu veux éviter? Ou que tu as peur ou que tu n'aimes pas. C'est ça. L'enfant n'est pas nécessairement conscient de ça. Par contre, le fait de poser des questions, essayer de valider nos impressions auprès de l'enfant va faire en sorte que nos interventions vont pouvoir être beaucoup plus adaptées là, auprès du besoin du jeune. Laurie, je vais vous poser une question idiote que j'aurais dû vous poser d'entrée de jeu. Peut-être parce que j'ai pas d'enfant, j'y ai pas pensé, mais est-ce qu'en tant que parent, on le sait quand notre enfant nous ment? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des signaux? OK. Bien, j'imagine qu'à un moment donné, on le connaît comme si on l'a tricoté parce que c'est le cas, mais est-ce qu'il y a des signaux bien précis pour savoir quand notre enfant nous ment? Ça dépend de l'enfant. Il y a des enfants qui vont développer des stratégies incroyables ou est-ce qu'il n'y a rien qui va paraître. Il y en a d'autres qui vont faire des petits tics faciaux où l'enfant ne sera pas capable de vous regarder en plein visage. Il va se tortiller, j'imagine. Va se rater le nez, va regarder justement à l'extérieur. Oui, il y a certains signes physiques surtout qui vont peut-être être apparents chez l'enfant, alors que d'autres vont pouvoir mentir sans problème. Il n'y a rien qui va paraître.
Et là, ça doit être épeurant. Alors là, en tant que parent, on est un petit peu plus démunis parce qu'on ne voit pas venir, on ne sait pas nécessairement. Donc, il faut être encore plus à l'écoute, poser plus de questions, développer nos habiletés à les gratter là, un petit peu plus loin, j'imagine. Oui, sans par contre que l'enfant se sente épié par le parent, espionné, à savoir est-ce que le parent va... pour que le parent ne fasse pas l'espion pour trouver le point où l'enfant a menti, pour le mettre en défaut. C'est le pas point nécessairement faible, ça. non, évidemment, on est mieux de bâtir sur les forces de nos enfants que sur leurs points faibles. Pour terminer l'émission, Laurie, j'aimerais que vous nous proposiez des ressources parce que aborder le mensonge, ça peut être un petit peu délicat. Est-ce qu'on peut avoir des outils, sans dire des béquilles, mais plus des cadres pour nous appuyer? En fait, il y a la possibilité d'utiliser des marionnettes, des toutous, poupées pour mimer avec l'enfant certaines situations, pour faire comprendre que bon, le mensonge peut être quelque chose de négatif, peut apporter des conséquences. Puis, il y a certains livres également qui vont traiter du mensonge, qui vont vraiment mettre en situation certaines choses, puis qui vont venir faire réfléchir l'enfant, de le transposer dans une situation qui est externe à lui. Ça peut être plus facile pour lui de faire une réflexion face au mensonge plutôt que de le confronter directement à sa situation à lui. Et j'imagine que c'est plus ludique aussi, autant pour le parent que pour l'enfant, donc plus agréable et peut-être moins malaisant aussi. On a un outil plus concret sur lequel se reposer. Laurie Boisvert, c'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour parler de ce sujet. Même si vous avez dû faire beaucoup de route. C'était Gabrielle Ménard à la mise en onde. Marianne Paquette au micro qui vous retrouve lundi prochain avec plein d'autres bons sujets. D'ici là, portez-vous bien. Pas trop de mensonges, là. Vous allez perdre toutes vos dents, là. Bye bye. Canal M, un service de Vues et Voix. Vous pouvez nous joindre au 514-282-1999, au numéro sans frais 1-800-361-0635, poste 220. Par courriel, inforadio@canalm.ca. Nous vous invitons également à consulter notre site canalm.ca. Ça fait 4 ans que je vis avec la